Vous écrivez: vos souvenirs ne vous renvoient que le reflet d'une mauvaise vie bien différente de celle que laisse supposer votre notoriété. Avant qu'on rentre dans le détail des humiliations, de la honte. C'est pas tout à fait une autre chose. C'est comme si dans tout ce que j'avais fait depuis des années, le passage des films à la télévision, de la télévision à d'autres films, enfin tout ce va-et-vient, c'est comme si tout cela racontait malgré tout une histoire. Oui, mais vous savez bien que le Je la téléspectateur... raconte autrement. Vous la racontez complètement autrement, puisque là, vous racontez C'est à peu vos près la secrets. même. En même temps, j'aimerais d'abord que vous disiez, avant qu'on rentre dans le détail, qu'est-ce qui fait que vous vous livriez aujourd'hui, vous livrez dans ce livre, vous vous mettez complètement à nu, au risque de choquer. Vous me disiez en préparant cette émission, et je ne vais pas trahir trop de secrets, mais que vous redoutiez l'accueil de ce livre, et notamment, vous avez toujours votre maman qu'on salue, le fait qu'elle découvre la réalité de vos vies-là, vous avez envie de l'épargner, vous n'avez pas envie de jeter en pâture ce qui est votre vie et qui est là, et en même temps, vous le faites. Je peux vous faire deux réponses là. La première, c'est que je pense que le livre a un ton qui fait que les gens que j'aime ou que les gens qui m'aiment ne me comprendront et ne seront pas ni inquiets ni choqués. C'est quelque chose qui est sur le fil. Mais je pense que c'est ça d'ailleurs qui justifie au fond le travail littéraire, c'est-à-dire le désir de faire un livre et pas simplement un compte-rendu, une facture de sexuelle de votre vie. Oui, c'est pas ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'en faire quelque chose, c'est d'en faire un livre, comme j'en avais fait des films et comme j'en avais fait des récits. En même temps, vous dites que vous êtes sur la ligne, et vous êtes sur la ligne, et vous savez bien que sur la ligne, on peut tomber. On peut tomber. Oui, et par exemple, est-ce que votre maman l'a lu ce livre, Frédéric? Elle est en train de le lire. Est en train de lire. Vous redoutez, dites la vérité. Oui, vous bien sûr, je redoute. avez... Mais bien sûr, je redoute. Bien sûr, je redoute, mais en même temps, je lui fais confiance, elle me connaît quand même. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi maintenant? Alors, on peut juste revenir au petit film, très bien fait d'ailleurs, que vous avez eu la gentillesse de me consacrer. Il y a un interview notamment de Margaret Mengoz. Margaret Mengoz, c'est une des plus grandes productrices françaises, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qui a un catalogue de films magnifique, qui n'a jamais fait faillite, qui a tout géré très bien, etc. Elle me connaît vraiment bien. Margaret Mengoz et moi, nous étions très amis de Toscan du Plantier. La mort de Toscan du Plantier, dans un hôtel à Berlin, loin de tout, brutal, ce sont des signaux d'alarme. Vous dites qu'arrivé à 60 ans, vous avez peur de ne pas... J'ai peur de ne pas avoir fini, deux ou trois choses qui devaient être mises au clair, qui devaient être mises au net. Alors... Et notamment, j'ai peur de ne pas avoir fait de tas d'aspects de ma vie qui apparaissent en filigrane dans mon travail, de ne pas en avoir fait également un livre qui se tienne. Alors le livre, il se tient, c'est un livre où vous racontez beaucoup votre désespoir, votre douleur. C'est pas un livre très drôle, c'est un livre très émouvant mais pas très drôle, où vous racontez que dès le plus jeune âge, vous vous sentez différent, en clair, on va employer les mots de clair. Oui. Très tôt, vous vous sentez attiré par les garçons, ça commence comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Et vous dites, et vous écrivez, instinctivement, je choisis le secret et la clandestinité a suivi avec la peur l'exactation de la honte. On peut dire que votre vie, ça a été ça, une vie toujours de clandestinité, une vie de différence, une vie... Pour plusieurs raisons. Où le secret est très très présent. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est, à mon avis, tout à fait acceptable, qui est le désir de ne pas faire de peine ou de ne pas compliquer la vie des gens qu'on a autour de soi. Dans une éducation bourgeoise. Hein. Oui, même pas. C'est pas simplement un problème d'éducation bourgeoise, c'est un problème de pudeur. Quand les bourgeois ou pas, dans n'importe quel milieu, ça pose un problème. On a beau se raconter toutes les histoires qu'on veut, ça pose un problème. On n'a pas envie de faire de la peine. Mais vous, ça vous a posé un gros problème, ça vous a exclu des autres. Oui. On découvre beaucoup ça dans le livre. Vous êtes complètement exclu des autres et on va y venir, ça vous a donné une image dégradée et un peu honteuse de vous. C'est ça que votre histoire. C'est là où intervient le problème personnel, parce qu'au fond, les orientations sexuelles des uns ou des autres, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est la manière dont on se comporte vis-à-vis des problèmes ou des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'existence, même si cette difficulté-là est une difficulté importante. Bon. Et c'est là où le livre, c'est de cela dont parle le livre, en fait. C'est de la difficulté que tel ou tel, en l'occurrence moi, peut éprouver à se débrouiller dans la vie devant les difficultés qu'elle lui propose. Est-ce qu'on peut dire que la découverte de cette sexualité et la façon dont vous avez eu de la vivre en clandestinité au début, ça vous a donné une image dégradée de vous-même, une image de honte, et on va y venir, c'est cette haine de vous-même qui a fait que vous avez été chercher l'humiliation, l'insulte, on sent que, et on va donner des exemples, vous avez aimé ça, c'était côté presque sadomaso. Oui, ça m'a donné une image inquiète de moi-même. Et à cette inquiétude se sont rajoutés un
certain nombre de chocs que l'on peut éprouver dans son existence, que certains supportent, que moi je n'ai pas supporté, et que j'ai transformé en reconstituant effectivement des situations qui étaient souvent douloureuses. Quand vous dites douloureuse, vous avez été chercher l'humiliation. Par exemple, vous racontez que très tôt, vous ressentiez une fascination pour un camarade de classe, le voyou de la classe, et vous dites, vous rêviez en secret d'être son esclave. Oui. Ce fantasme de soumission que vous avez développé par ailleurs, vous l'analysez comment? C'est pas un livre sadomaso non plus. Non, mais vous aimez vous faire mal. Vous aimez vous faire mal, vous aimez bien être confronté à la douleur. J'aime bien explorer la difficulté dans laquelle je me trouve, oui. J'aime bien repérer exactement la difficulté dans laquelle je me trouve. Et c'est vrai que je reconstitue fréquemment des situations d'échec que je déplore, que je suis le premier à déplorer, que je voudrais éviter. Et cependant, je les retrouve constamment. Et je me dis que si je les retrouve constamment, c'est que sans doute j'en suis en partie responsable. Que je suis donc, en quelque sorte, le metteur en scène de la difficulté que j'ai. Alors, cette mise en scène, elle peut donner des belles choses, parce que je considère qu'il y a des choses bien que j'ai faites. Madame Butterfly, je considère que c'est un bon film. Lettre d'amour en Somalie, je pense que c'est un bon film. Les séries sur la guerre de 14, Mémoire d'exil, etc., je considère que c'était des belles séries. La manière dont je m'occupe de TV5, je pense que je m'en occupe bien. On a l'impression que c'est votre vie professionnelle qui fait que vous vous réalisez, mais dans votre vie privée, c'est une vie de douleur. Oui, une mais vie Marco, c'est pas à vous que je vais apprendre, ni à vous non plus, que le côté professionnel, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'on arrive à construire quelque chose, on fait quelque chose. On est aussi ce qu'on construit, ce qu'on fait. Très bien, mais dans le livre, vous n'en parlez jamais de votre vie professionnelle. Oui. On a l'impression que la réussite professionnelle, ça n'a pas du tout rééquilibré le reste de la douleur. Ça n'a pas géré le problème, oui. Sur le la moteur soumission, reste... Sur la soumission, vous racontez par exemple que vous avez été élevé par une nounou que vous appelez la méchante, et elle vous battait. Cette femme vous battait tous les jours. En même temps, vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Vous disiez les coups pleuvaient, souvent avec une extrême violence. Les coups, c'était principalement des gifles, parfois des coups de poing et des coups de pied aussi. C'est la tête plongée sous l'eau froide de la baignoire. Vous parlez de dénigrement permanent, de cortège infernal, des obligations absurdes, des humiliations. Mais ça, en lisant votre livre, à un moment donné, votre mère, elle le découvre et elle veut s'en séparer. Et vous allez rechercher ça, vous gardez cette méchante, comme vous l'appelez. C'est un cas très très fréquent, on s'est rempli dans tous les journaux. Moi, c'est pareil avec Carole Rousseau. Vous le retrouvez quelqu'un qui est, je l'appelle la méchante, et elle me fascine complètement, cette femme. J'arrive pas à m'en détacher. L'amour-haine, c'est l'amour-haine de Frédéric et vous avec Carole Rousseau. Ouais. Non, vous savez que c'est rempli, ce genre d'histoire, il y en a partout dans les journaux. Les enfants qui ont un sentiment d'injustice très très violente et qui sont confrontés pendant un certain temps à ce sentiment d'injustice, finalement ils s'organisent par rapport à ça. Et finalement ils s'attachent à la personne qui leur inflige l'injustice. On voit ça partout. Et au contraire, il y a une sorte de pacte infernal qui se met en place. Mais vous avez l'impression d'avoir passé une grande partie de votre vie dans la soumission quand on lit votre livre et on voit tellement, toutes les... regardez, j'ai été souvent extrêmement libre et extrêmement rebelle. J'ai été au contraire extrêmement libre. Et j'étais extrêmement libre parce que je savais ce que c'était que de souffrir de la soumission, de souffrir de la violence, de souffrir de l'injustice. Je suis au contraire... Un jour, un patron de chaîne m'a dit « Le problème avec vous, c'est qu'on ne sait jamais où vous êtes. Pour lui, c'était un défaut terrible. Pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire. J'étais libre. Alors, le premier garçon dont vous tombez éperdument amoureux, on le découvre dans le livre, il a dévasté toute votre vie. Oui, il a fait quelques ravages, mais les premiers amours font toujours des ravages. Vous dites avoir été dévasté par le premier homme dont vous avez été vraiment amoureux. Vous l'aimiez, lui, il ne vous aimait pas, en fait. Non. Et vous viviez assez basque, une sorte d'amour à trois, puisque lui était basque, amoureux il était espagnol. Alors, oui, et vous étiez là, soumis, humilié en permanence, et vous dites « Le chagrin ne m'a pas aidé à rattraper mon retard, il m'a seulement fait dérailler à tel point qu'il me semble que je regretterai jusqu'à la fin qu'il ne m'ait pas aimé. » Comment cet amour déçu vous a fait dérailler la suite et vous a conduit, on y vient, à l'amour tarifé, puisque aujourd'hui, c'est un amour que vous payez, histoire de ne pas y mettre de sentiments. Je ne suis pas la seule personne. Hein. Oui, mais vous beaucoup, Frédéric. Oui, enfin beaucoup, non, pas tellement, mais bah, finalement, je le dis. La seule différence, c'est que moi, je le dis, je crois. Enfin, ça fait longtemps que vous payez, manifestement, quand on vous lit. Oui, on va en parler. Est-ce que cet échec a occasionné, justement, ce comportement? Sans doute, oui. Sans doute. Sans doute. Mais le comportement de payer, vous voulez dire? L'échec d'un premier amour, oui. L'échec d'un premier amour, c'est quelque chose qui se prolonge aussi toute la vie pour, je pense, à peu près tout le monde. Ne me regarde pas. Mais non, mais toi, tu as de la chance, tu es encore aimé par le même homme.
Non, mais attends, je ne le connaissais pas depuis 16 ans, hein, de l'âge de 16 ou 18 ans. Lui, il l'a connu très tôt, mais il est Oui, jamais... enfin, un premier amour, ça vous démolit. En général, quand ça ne marche pas. Ça pourrait très bien marcher. Vous avez été chercher celui qui n'était pas possible en même temps. Oui, oui, j'ai reconstitué encore une situation d'échec. D'échec en permanence. Vous voulez cumuler les situations d'échec. Je sais, oui, je sais. Mais si j'en fais un livre... Claude, arrête de regarder la photo à côté de Carlier. Le dessin d'Olivier Rançon. Je veux faire ça que... C'est assez dur de tenir le choc à côté de la photo. Ça va, Guy. Je voulais qu'on reste dans la dignité, parce que le bouquin l'est, excusez-moi, de Paul Non, Huet. c'est très bien. Le temps de l'interview de Frédéric. Ça me gêne pas du tout. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression non plus que le livre est une espèce de long lamento masochiste. Ça n'est pas ça. C'est simplement... et en essayant de le faire bien et de le faire de manière à ce que d'autres gens puissent se sentir touchés et puissent se sentir aidés en sachant qu'il y a quelqu'un qui a éprouvé la même chose qu'eux, c'est simplement une manière de passer en revue les moments difficiles d'une existence et d'essayer de comprendre pourquoi ces moments se sont enchaînés. Mais on a l'impression que ces moments difficiles de l'existence, quand on vous lit, c'est ça votre vie. C'est pas votre vie, ce n'est qu'une succession de moments douloureux. Oui. Vous dites pour 30 ans de mauvaise baisse pour en arriver là. On a l'impression que vous êtes dans une sorte de désespoir, de désarroi, pas du tout le Frédéric flamboyant de la télévision, non, mais le Frédéric qui pas le même, qui enfin, a mal. Le même. Qui a mal. Le même, mais qui exprime l'autre partie ou qui exprime ou qui essaye de voir quel est le moteur de celui que tout le monde a vu. Mais dans Mauvaise vie, il y a vie quand même. C'est un livre sur la vie. Et au fond, Mauvaise vie, il y a d'abord une notion comme ça un petit peu chrétienne. C'est vrai que ce n'est pas une vie, au fond, tellement conforme à l'image du bon garçon qui fait... Avec la petite mèche. C'est par rapport aux conventions. Voilà, mais quand on est petit, on croit que les conventions sont la réalité de l'individu. Donc on pense qu'on est intrinsèquement mauvais. Absolument. Je pense que c'est pour ça que vous acceptiez la punition de la méchante. Absolument là, juste. Guy vient de résumer l'ensemble du livre. C'est que vous avez l'impression... On peut parler à Claude maintenant. Non, on ne peut pas du tout. Non, parce que ce que vient de dire Guy... Guy est absolument juste. Vous avez l'impression d'être un mauvais garçon et donc il fallait vous infliger un certain nombre de choses. Et donc vous avez décidé très tôt d'avoir... Mais il y a la vie quand même. J'ai bien entendu Frédéric, mais vous avez décidé très tôt d'avoir des relations sexuelles tarifées, payées pour ça, très tôt. Comme ça, vous étiez bien sûr de ne pas mettre de sentiments là-dedans. Et donc, bien sûr de ne pas être refusé. De ne pas être refusé. Oui. Parce que vous aviez l'impression d'être moche, d'être... Ça ne marcherait jamais, oui. Que ça ne marcherait jamais. Ça ne marcherait jamais. Donc vous avez préféré payer. Oui. Depuis... T'es contre, toi? Je ne suis pas contre. Je suis pas contre. À chaque fois, quand ça devient un mode de vie. Frédéric, son mode de vie, à partir de quel âge, Frédéric? Très tôt, très jeune. Je ne sais pas, à 25 ans, oui. À partir de l'âge de 25 ans, il n'a quasiment plus que fait le l'amour en payant. Oui. Enfin, non. Non, pas quasiment, non. Mais ça m'est arrivé souvent, et j'en parle, et il n'y a pas de problème. Vous partez en Thaïlande, notamment. Oui, mais alors plus tard. Plus tard, vous dites, dans chaque club, les garçons se tiennent sur la scène très éclairée. Le numéro est accroché à l'aine, en évidence. À l'heure la plus chaude, quand la salle est pleine à craquer, les clubs présentent ce qu'on appelle le sexy show, qui se termine immanquablement par l'enculage d'un travesti dans une ambiance de rigolade généralisée. Et là, j'ai dit que je rigole pas beaucoup, moi. Hein. Non, vous, ça vous fait pas beaucoup rire. En même temps, vous prenez un numéro. Oui, bah oui, c'est comme ça que ça marche, oui. Et là, est-ce que, vous parlez de mauvaise vie, mais est-ce que, au milieu de cette ambiance un peu glauque des bordels de Bangkok, vous avez mauvaise conscience Ça dépend. Comment ça dépend? Et je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas faire l'économie de ce chapitre, parce que je ne sais pas, et que ne sachant pas encore maintenant, je pense qu'il est plus honnête de le dire. Et je pense qu'à partir du moment où je construis un livre sur toutes ces années en 11 chapitres, si je n'avais pas écrit ce chapitre-là, qui n'est que l'un des 11, j'aurais menti. Et que le but de ce livre était de ne pas mentir et de ne pas me mentir à moi-même. Surtout ça, pas vous mentir à vous-même. Oui, le fait de mais payer... pas mentir à moi-même et pas mentir avec le projet qui est de faire un livre, c'est-à-dire de faire quelque chose qui aille beaucoup plus loin, si possible en tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je pense que j'ai approché en tout cas, qui aille bien plus loin que la simple anecdote, même si l'anecdote, elle est douloureuse, elle est pénible, elle est, même on peut la considérer, moche. Glauque. Glauque. Glauque.
Pour vous, payer pour faire l'amour, c'est une façon d'être certain de ne pas être blessé par celui qui est en face? C'est une façon de vous protéger, de payer finalement? Oui, mais vous savez que ça a l'air très, très brutal comme ça, mais il y a toutes sortes de formes. Je le dis aussi, il y a des moments où les relations se construisent, d'autres relations s'installent. Vous tombez même amoureux des gens que vous payez, Frédéric, notamment dans ces bordels, là, pas de Bangkok, mais ailleurs en Asie. Mais curieusement, il y en a qui s'attachent à moi aussi. Hein. Je ne suis pas tout le temps en demande. Là, le livre fait apparaître une demande permanente. On a l'impression quand même, quand on vous lit, que vous êtes une plaie béante d'amour à satisfaire quand même, et insatisfaite finalement aujourd'hui à 60 ans. Écoutez, je pense que beaucoup de gens sont à l'image de ce que fut leur jeunesse. Et donc, je pense une que jeunesse pas aimée? Et la jeunesse a été assez difficile. Plus que ça? Oui, enfin, elle a été assez difficile. Oui, elle a été difficile, en tout cas, elle a été compliquée, complexe à gérer. Elle a été pleine de désirs, pleine de demandes, pleine de capacités, sans doute aussi. Mais insatisfaite. Mais heurtée, comme ça. Il y a un SMS qui vient de passer qui dit, Frédéric, avec tout ce que vous racontez, est-ce que vous êtes allé voir un psy pour essayer de vous en sortir? Oui, je suis allé voir un psy, bien sûr. Mais vous savez, alors là, je refuse totalement, je ne me considère pas du tout comme un malade. Je suis allé voir un psy pendant une période de dépression forte. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé, ça m'était très utile. Mais je refuse absolument que... Si le SMS a l'air de supposer que je suis malade... Non, mais vous êtes peut-être névrosé, simplement. Je ne crois pas. Un peu. Je crois pas. Je suis névrosé dans des proportions à peu près normales, qui sont celles de beaucoup de gens que j'ai pu croiser dans ma vie et qui sont celles de beaucoup de gens qui se sont perdus sur le chemin. Et je pense pour cela, raison de plus, il fallait faire ce livre, il fallait en tout cas pour moi faire ce livre, en espérant aussi que quelques-unes des personnes qui pourraient souffrir des mêmes problèmes que moi s'y retrouveront. Il y a des gens qui sont partis sur le chemin. Un producteur français magnifique s'est suicidé il y a 3 semaines. Un homme absolument magnifique, exemplaire, qui a fait quelques-uns des plus beaux films de ces 20 dernières années. Il a produit notamment L'Esquive. Voilà. Bon, il a produit L'Esquive, oui. À la soirée des Césars, son nom revenait sans cesse, sans cesse. On disait merci Imbert Balsan, c'est vous qui avez produit ça. C'était quand la mer monte, c'était pas L'Esquive, c'était quand la mer monte. Je ne veux pas le récupérer, mais puisqu'on parle de choses sérieuses quand même, et qu'on parle de névrose, Imbert Balsan n'était pas névrosé, je ne suis pas névrosé. Nous sommes simplement des gens qui prenons la vie à bras-le-corps. Et la vie à bras-le-corps, quand vous la prenez depuis l'enfance à bras-le-corps, elle vous donne un certain nombre de chocs. Et il y a un certain nombre de choses que vous faites qui ne sont pas forcément des choses bien, qui sont même des choses que vous pouvez considérer mal, mais qui sont au moins des signes de vie, des manières de réagir. Compris. Pour conclure, Frédéric, la mauvaise vie, c'est une vie de souffrance, quand on vous dit quand même. Vous diriez, pour conclure, quand vous faites le bilan, avoir beaucoup plus souffert que pris du plaisir dans votre vie? Je ne sais pas. Quand on vous lit, on a l'impression quand même que c'est que ça. C'est une vie de douleur quand même. Je ne sais pas. C'est l'heure du crépuscule qui dit si la journée était belle. Oui, je ne suis pas encore tout à fait arrivé. Non, vous n'êtes pas complètement arrivé, mais comme vous ne faites pas de cadeaux et que vous réfléchissez sur vous-même, vous savez bien quand même si vous avez pris plus de plaisir dans votre vie que de souffrance. Plus de plaisir, non. Non, le plaisir, c'est pas un mot qui vous convient. Ça. Mais des moments d'échange, des moments d'amitié, des moments de contentement, des moments où j'avais l'impression que ma liberté augmentait, des moments surtout où j'avais l'impression que je pouvais être utile à quelque chose. Ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Et je vais vous dire une chose, Marco, qui va peut-être vous faire rire, surtout quand j'arrive avec un livre pareil où il y a des choses qui sont très, très choquantes. Mais moi, j'essaye de construire ma vie pour devenir de mieux en mieux avec les autres, pour essayer de me comporter de mieux en mieux. Et je trouve que dans ce travail-là, il était important de dire ce qui n'allait pas, pour essayer de construire ce qui irait mieux. Ça s'appelle La mauvaise vie, Frédéric Mitterrand, c'est Robert Laffont.